Bonjour, heureux de vous retrouver donc sur les talks Millipol. Pour cet après-midi, nous parlerons cybermenaces, cyberrisques, détection, protection, quelles bonnes pratiques pour les entreprises, que représente le marché du cyber en France et à l'international. Pour m'accompagner cet après-midi, 4 invités que je suis heureux de présenter rapidement, mais qui vont se présenter un petit peu plus en détail. Nicolas Arpadian, directeur du développement de la revue stratégique du CEPS. Monsieur Laurent Maury, vice-président système d'information critique et cybersécurité chez Thales. Monsieur le colonel Yves Letiec, sous-directeur adjoint des relations extérieures et coordination à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et enfin, monsieur Renaud Gruchet de la société Pradeo. Voilà, alors je vais vous demander un petit peu enfin même on se présentera au fur et à mesure, on va aller plus vite. On va déjà démarrer par une première question auprès de Nicolas Arpadian, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des cybermenaces et des cyberrisques, notamment un dernier rapport de la Lloyds met sur la sécurité urbaine, le risque cyber comme quasiment le premier, si ce n'est pas le premier à côté des risques climatiques. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui sur l'importance de ce risque et de ces menaces ? En fait, le risque cyber est à la hauteur de la place des technologies de l'information dans nos vies personnelles, professionnelles, dans les organisations qui nous entourent, puisque dès lors qu'un mécanisme maintenant est mis en place dans une entreprise, dans une collectivité, il est numérisé. Il a une brique, forcément, une brique numérisée. Et en fait, en quoi consiste la cyberattaque ? C'est souvent la possibilité soit d'intercepter le message, c'est-à-dire de faire en sorte d'espionner en quelque sorte, soit de faire en sorte que cette machine, son fonctionnement soit altéré, perturbé, soit éventuellement suspendu ou soit mis hors d'état de fonctionner. Il y a cette palette de menaces qui visent les organisations et donc en fait selon la nature de l'infrastructure qui va être visée, eh ben, on imagine et on peut concevoir les dégâts, l'impact qui est économique, humain, environnemental. Ce sont toutes les menaces qui effectivement correspondent à cela. Est-ce qu'on a un coût aujourd'hui de ce que représente pour l'économie le risque et la menace cyber ? Alors c'est difficile, pourquoi ? Parce que déjà on est dans un univers où la cible peut ignorer son statut de victime. Dans la vie classique, dans la vie extérieure, lorsque quelqu'un se fait braquer, il est conscient qu'effectivement, quand a eu lieu le braquage, ce qu'on lui a volé, et donc il est capable de prendre des mesures de réparation. Là, la difficulté, quand on est dans les opérations d'interception, d'espionnage, si l'attaquant fait bien son travail, il va faire en sorte d'être le plus discret possible, de ne créer aucune perturbation chez ses cibles, de manière à ce que celle-ci ne modifie pas ses habitudes, n'essaye pas de le leurrer en lui donnant de fausses informations, commence à se réorganiser pour ne plus être ainsi exposé. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est que les entreprises ne sont pas forcément, et les organisations en général, même étatiques pour un certain nombre d'entre elles, en mesure de mesurer leur périmètre numérique, c'est-à-dire de savoir quel est leur capital, quelles sont les ressources dont elles disposent. En clair, je me souviens d'un dirigeant d'organisation à qui j'ai demandé une question simple. Combien avez-vous de sites internet ? En fait, incapable de répondre. Pourquoi ? Parce que chaque entité, ponctuellement, pour une opération spécifique, va avoir effectivement des ports, c'est-à-dire des ouvertures supplémentaires vers l'infrastructure informatique de son organisation. Et une fois l'opération terminée, on ne pense pas forcément à fermer la porte derrière soi. Et puis c'est surtout que effectivement, on a créé des accès avec des droits d'accès à ces informations et on ne les a pas toujours dosés. Je m'explique, on n'a pas toujours réfléchi à se dire qu'est-ce que je veux protéger, avec quelle intensité, pour quelle durée. Parce qu'effectivement, dès lors qu'on aurait fait cette cartographie préalable, on serait en mesure de dire est-ce qu'il est normal que tel collaborateur subalterne, ce qui n'est pas péjoratif, mais ait accès à l'intégralité des données comptables. Par contre, est-ce qu'il est normal qu'il ait accès à l'ensemble des données pour toutes les filiales du groupe ? Non. Ça suppose également pour des stagiaires ou pour des gens ayant des missions temporaires de contenir cette information. Donc ça suppose de faire tout ce travail de cartographie qui évidemment, dans un premier temps, ne concourt pas à la productivité de l'entreprise. On ne peut pas dire en faisant ce travail-là, j'ai fait gagner tant de... Non, on a fait en sorte de préserver. On a consolidé la structure. C'est forcément coûteux, c'est forcément un peu contraignant parce que ce n'est pas très glamour de mener ce type d'action. Par contre, vous ne pourrez connaître vos pertes qu'à partir du moment où vous avez une recension de ce qui constitue vos actifs. Il est évident que dans une économie globalisée, d'échange, on est dans une dynamique de croisement d'éléments, il faut se mettre en capacité d'identifier ces actifs, de les suivre et de savoir qui a le droit de les utiliser,
qui a le droit de les modifier, qui a le droit de les détruire. Et tant qu'on n'aura pas cette cartographie mise à jour, en fait, la protection du patrimoine de l'entreprise, de l'organisation, de l'administration, de la collectivité locale sera forcément fragilisée parce qu'on ne pourra pas assurer avec certitude qu'on a l'intégrité des éléments qui sont ainsi numérisés. Alors, mon colonel, vous, à l'ANSSI, vous êtes au cœur de ces systèmes cyber, puisque vous observez les attaques, et on sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, vous allez nous dire un petit peu ce que vous faites à cet égard. Et puis également, vous faites en sorte que nos fichiers d'État dans toutes les administrations soient aussi protégés. Donc, vous avez un rôle de prescripteur global en matière de sécurité des systèmes d'information, mais vous avez aussi un rôle réglementaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous déterminer un petit peu quelles sont les grandes missions de l'ANSSI à ces égards? Tout à fait. Donc, l'ANSSI, comme son nom l'indique, c'est l'agence nationale, et donc, en fait, c'est l'autorité nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Donc, à ce titre, et je rebondis sur ce que dit M. Arpaillon, est tout à fait vrai sur l'état de la menace. Aujourd'hui, on se pose plus la question de cette menace. Elle existe, elle est là, elle est au quotidien, comme vous le soulevez. On est au quotidien attaqué, et donc, le but pour nous, c'est le maître mot, c'est bien sûr l'anticipation, la prévention et la protection de nos systèmes d'information à travers les cartographies qui doivent être faites. Donc pour ce faire, l'agence nationale va pouvoir appuyer, on va dire, effectivement, les sites les plus importants au sens étatique du terme, ministères et organismes d'importance vitale, c'est la mission prioritaire. Mais derrière, il y a tout un tas d'entreprises, de PME. Aujourd'hui, on est sur le salon de Milipol, donc toutes ces entreprises qu'il va falloir aussi accompagner. Alors, le vecteur le plus utile pour nous aujourd'hui, c'est à travers la loi de programmation militaire qui nous permet d'être dans une démarche d'accompagnement et d'appui auprès de nos OIV, nos organismes d'importance vitale, voilà, oui. Et donc de pouvoir les accompagner pour dresser cette cartographie, parce que c'est pas si simple que ça. Donc ça nous paraît évident de dire voilà, moi j'ai ces systèmes d'information qui sont primordiaux, vitaux pour mon entreprise, mais on les accompagne dans cette réflexion et de voir à travers la loi certes, mais de façon à les accompagner, comment on peut garantir que leurs systèmes sont protégés et en cas de faille et d'attaque effectivement de ces systèmes, comment on peut aller contrôler, comment on peut nous remonter cette information de façon à pouvoir agir une fois que malheureusement l'attaque est engagée sur le site. Alors vous avez aussi un rôle puisque vous avez un COSI, un centre des opérations. Alors vous pouvez nous dire un tout petit mot du... Tout à fait. Donc le principe, effectivement, lorsque l'on parle d'anticipation et de prévention, le constat il est simple. C'est trop tard une fois effectivement que l'attaque est constatée. Donc il faut mettre en place ce que l'on fait au niveau de l'agence qui peut être tout à fait dupliqué au sein des entreprises, des centres opérationnels. Alors on les appelle centres de réponse aux incidents opérationnels. Donc là, c'est ce qui existe au niveau de l'agence. Mais ce centre opérationnel, pour nous, il est bien en appui de ces OIV, de ces ministères qui sont notre cible principale. À côté, nos industriels doivent avoir cette même démarche, parce que le constat il date pas d'aujourd'hui, il date du premier livre blanc en 2008, où on a dit il faut engager cette démarche de mise en place de centres opérationnels au sein de ces grandes entreprises, mutualiser ou pas mutualiser, ça c'est une réflexion que les industriels doivent faire. Et puis nous, derrière, ce centre opérationnel, il doit avoir un prolongement à travers des prestataires de confiance qu'on est en train de mettre sur place, de façon à pouvoir relayer toute l'entreprise que l'on peut faire auprès des entreprises importantes. Donc vous êtes en train de labelliser un certain nombre d'entreprises sur ces questions-là, de manière à pouvoir travailler en confiance avec ces Exactement. Avec ces Je crois que le principe de base, c'est ça, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, c'est vraiment de créer ce réseau de confiance. On va devoir travailler tous ensemble pour pouvoir élever ce niveau de sécurité qui, il y a 5-10 ans, était quand même très très bas. Et on le constate aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des sociétés qui élèvent bien ce niveau, et puis d'autres, effectivement, qui rentrent dans ce train. Nous parlions de filière, et lundi, nous recevions Marc Darmon à ce plateau pour parler de la filière nationale de sécurité, mardi, pardon, et il nous disait que le cyber, c'est une croissance un petit peu à 2 chiffres. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Maury. Le marché, l'offre industrielle et de services dans le domaine de la cyber, ça se constitue en quoi? Des produits, des services opérationnels, du conseil? Comment vous structurez cette offre et ce marché? Alors d'abord, c'est une question à laquelle il est vraiment difficile de répondre de manière concise, parce que déterminer ce que c'est que l'offre de cybersécurité, il faudrait déjà déterminer ce que c'est qu'exactement le périmètre de la cybersécurité. Et à Thales, nous avons, tiré les conclusions des évolutions technologiques de ces dernières années en disant que finalement, la cybersécurité devient indissociable du reste de l'informatique. La cybersécurité, c'est un des éléments structurants des systèmes d'information, comme peut l'être la résilience,
comme peut l'être la performance d'un système d'information. Sa sécurité en est un attribut. Alors, elle prend de plus en plus d'importance dans le contexte actuel de l'interconnexion généralisée des systèmes d'information. Autant d'interconnexions, autant de failles de vulnérabilité potentielles. Et il y en a de plus en plus, puisque maintenant on est interconnecté, y compris à travers des tablettes ou des smartphones qui sont mobiles en permanence. On va y venir. Mais on voit bien que le périmètre du coup du sujet de la cybersécurité est déjà une question complexe. Alors, si on arrivait à faire totalement abstraction de tout ce qui n'est pas strictement de la cybersécurité, mais ça voudrait dire faire abstraction des architectures de systèmes d'information sécurisés, faire abstraction des développements de logiciels qui contiennent de la sécurité. Et si on s'en tient à la cybersécurité pure, on va dire que là, on peut définir une offre, mais qui, à mon avis, ne traduit pas la réalité des choses, encore une fois, qui peut se séparer, on va dire, dans deux grandes catégories de choses, les services d'une part, les produits de l'autre. La caractéristique des services majeurs, me semble-t-il, en matière de cybersécurité, c'est qu'il est absolument indispensable que ces services couvrent l'ensemble du cycle de vie de la donnée et des systèmes d'information. Pourquoi? Parce que la cybersécurité, elle est à l'image de la menace, c'est-à-dire qu'elle est vivante. Et donc, ça change tous les jours. Et un système que vous pouvez supposer cybersécuriser le matin, le soir même parce que la menace a changé ou parce qu'une nouvelle vulnérabilité est apparue et qui a été publiée, le cas échéant, par un éditeur ou qu'une faille que vous n'aviez pas vue s'est fait jour, eh bien, le même système qui était cybersécurisé le matin, il ne l'est plus du tout le soir. Donc, il y a un accompagnement dans la durée et les services, ils doivent couvrir l'ensemble du périmètre. Alors, ça commence avec, vous l'avez dit, l'audit, bien sûr, de l'existence. Ça commence aussi avec des conseils en architecture, des conseils aussi en politique de cybersécurité. Il ne faut jamais oublier que la cybersécurité, ce n'est pas que de la technologie, c'est beaucoup d'humains, et les grandes Comme toute la vulnérabilités, comme toute la sécurité, et les grandes vulnérabilités sont souvent le fait d'acteurs et de comportements. Donc il y a, je dirais, voilà, en entrée, ce genre de service de conseil, mais aussi des tests de pénétration, mais aussi des audits de vulnérabilité, etc. Ensuite, il y a le conseil, je dirais, dans la conception, le développement de systèmes d'informatique sécurisés. Puis après, il y a évidemment la surveillance de cybersécurité. Ça, c'est un très gros volet. Je dirais qu'un peu de la même manière que si on veut s'assurer d'être en bonne santé, il vaut mieux d'abord acheter un thermomètre. Je pense que si on veut s'assurer d'être en conditions relativement bonnes de sécurité, il faut une mesure. Donc la supervision justement, de cybersécurité. Parce qu'au même titre que le COSI moniteur les menaces et les risques en permanence, vous avez au sein de Thales, pour vos clients, des centres opérationnels qui veillent au flux de données? Oui, alors absolument. Alors on a deux choses. On a des centres qu'on appelle un CERT, donc c'est un centre de vigilance sur la menace en général, etc. Puis on a des centres de supervision et d'opération de la cybersécurité, ce qu'on appelle un SOX, Cyber Security ou Security Operations Center. Là, c'est vraiment un centre névralgique, un centre opérationnel. Il y a beaucoup de clients qui se rendent compte, c'est le fameux thermomètre dont je parlais, que c'est une nécessité absolue. Après, il y a deux options. Il y a certains utilisateurs qui veulent leur propre SOC. Mais si vous voulez votre propre SOC, que vous voulez qu'il soit opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7... Ça fait du monde et ça coûte. Ça fait du monde et ça coûte très cher. Et alors, il y a d'autres utilisateurs qui préfèrent donc externaliser ce service de supervision à un acteur externe, comme peut l'être Thales, à partir de SOC, qui sont des SOC mutualisés et qui servent plusieurs utilisateurs. Juste un mot sur ce sujet, parce que je pense que beaucoup de gens se posent en fait la question de l'externalisation ou pas de ce service de supervision en termes de coût. Alors, bien sûr, vous avez tout de suite réagi à ça en disant qu'il y a évidemment le problème du coût, mais je ne suis pas sûr que ça soit finalement le seul critère, et je ne suis même pas sûr que ce soit le critère le plus intéressant pour décider ou pas de l'externalisation de la supervision de sa cybersécurité. Parce que l'autre énorme avantage d'un SOC qui sert plusieurs clients, c'est qu'à chaque fois qu'un client a un problème, tous les autres clients qui utilisent le même SOC en sont immédiatement informés. Et on mutualise la réponse. Donc ça, c'est un premier avantage. Et puis, il y a un deuxième avantage, et je pense que là, c'est un sujet assez général concernant la cybersécurité, qui est que nous avons un énorme problème de ressources dans ce domaine-là, globalement, tout le monde. Les administrations, les industriels. Recruter des gens, c'est très difficile, il n'y en a pas assez. Les écoles françaises ne forment pas assez. On sait que l'on manque de compétences dans ce domaine. Et on manque de compétences. L'ANSSI y travaille d'ailleurs. Tout à fait. Donc, un travail
d'accompagnement. Donc on essaie d'innerver au niveau des universités, des écoles. Donc il y a vraiment toute une démarche avec un pôle projet, AREN. voilà, avec un pôle AREN et puis avec un projet de cyber-édu qui va nous permettre de transmettre ce savoir, parce que ça devient un acte réflexe. Il faut maintenant, effectivement, c'est un peu une révolution des esprits. Il faut rentrer dans cette démarche cyber dès le plus jeune âge pour pouvoir effectivement Et ce qui est difficile, c'est non seulement de recruter les gens dont on se rend compte qu'ils ne sont pas en nombre suffisant, mais c'est de les garder. Parce que c'est une population qui est extrêmement exigeante. Ce sont des gens qui sont en général assez jeunes et assez férus de technologie et d'innovation. Et pour les garder, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que le salaire loin de là, il n'y a pas que l'argent loin de là, il faut avant tout leur donner de la matière qui les intéresse. Ce sont des gens qui sont férus de technologie, férus de nouveautés. Donc pour en revenir à mon sujet précédent, quand vous avez un SOC mutualisé qui sert plus d'une centaine de clients, c'est le cas de notre SOC qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, vous avez une population qui est en permanence confrontée à des situations nouvelles, à des choses qui changent, et donc vous arrivez à les intéresser, à les former et à capitaliser sur cette compétence que vous arrivez à garder. Quand vous avez un SOC qui supervise un et un seul système d'information, ben rapidement, les gens, si vous les gardez, c'est qu'ils ne sont pas si bons que ça. On va revenir un peu sur ces idées, sur les drivers du marché dans une minute avec Nicolas. Mais avant, je voulais laisser la parole donc à Monsieur Gruchet, parce que vous avez une niche un petit peu dans le système de la cyber. Ce sont les terminaux mobiles. Et Dieu sait si nous sommes de plus en plus nomades, où de plus en plus d'éléments, et pas seulement des smartphones, des capteurs de tout type viennent s'intégrer dans des systèmes IT. On parlait ce matin de vidéosurveillance numérique à distance, à travers des réseaux, etc. etc. Donc comment vous travaillez sur ce créneau-là? C'est un créneau en très forte croissance. C'est effectivement un créneau en très forte croissance. Il croît aussi vite que croissent les ventes de smartphones, de tablettes et demain d'objets connectés. Et donc partout où ces terminaux mobiles, où ces objets connectés se déploie avec eux le concept de micro-application. Et une application, c'est le premier des objets qui manipule de la donnée. Et il manipule de la donnée qui se trouve sur votre terminal. Et cette donnée peut devenir sensible pour l'entreprise. Donc notre mission à nous, c'est une mission sur Terre, celle qu'on s'est donnée, on n'en a qu'une, c'est de sécuriser l'usage des applications sur les terminaux mobiles et les objets connectés. Voilà, donc on est encore une jeune entreprise. La société a été créée en 2010. L'idée du produit date de 2008, au moment où les smartphones ont commencé à émerger. Depuis, on a fait notre bout de chemin. On a fait plus de 5 ans et demi de R&D avant de sortir la première version des produits. Et nos solutions visent à révéler le comportement caché des applications. Savoir vous dire ce qu'une application va faire effectivement sur votre téléphone avant de l'utiliser, il nous semble que c'est la base de sa première utilisation. En tout cas, c'est ça notre mission. Et cette mission, elle a déjà convaincu dans son intérêt quelques grands groupes. Et notre mission, elle est planétaire. Donc elle est, si possible, de courir aussi vite que nos quelques concurrents américains et d'aller le plus vite possible à l'international, parce que sur ce marché, il n'y aura pas la place pour 5 ou 10 acteurs, il y aura la place pour quelques acteurs mondiaux. Donc on a une brique technologique très puissante. Et pour rebondir sur l'image que donnait M. Arpaillan des portes ouvertes sur le SI, notre conviction, c'est que les smartphones et les objets connectés seront demain des portes ouvertes sur le SI. Parce que de plus en plus, ils vont héberger de l'information personnelle. Cette information peut être utilisée contre l'entreprise. Soit parce que sur le terminal, on collecte en tant que tel des informations qui permettent d'accéder au SI, soit parce que les applications en tant que telles accèdent au SI. Donc, il faut s'occuper des applications. Voilà. Et notre mission, c'est de s'occuper des applications et de les sécuriser sur quelque objet sur lequel elles tournent. Alors, on voit bien qu'effectivement, Nicolas, la chaîne système d'information est quand même assez vague, enfin assez longue, je veux dire pas vague, assez longue, pardon, puisqu'on a les terminaux, on a les ordinateurs, on a les réseaux, on a les applications. Donc tout ça, ça met beaucoup d'acteurs autour de la table. Et donc se pose la question, je dirais, de mettre tout ça en musique avec des standards et avec des intérêts stratégiques des différentes nations qui ne sont pas forcément les mêmes. Et comment on gère ça? Le problème, c'est effectivement que c'est une chaîne, les systèmes d'information, avec un utilisateur au bout, et puis un stockage des données au sens avec une centralisation. La problématique, c'est d'avoir une capacité de conserver un niveau de sécurité sur l'ensemble de la chaîne. Pourquoi? Parce que celles et ceux qui vont tenter des méthodes soit de pénétration, d'interception ou de mise à mal de ces systèmes, vont avoir une phase préalable d'analyse du maillon faible. C'est-à-dire de se dire, mais c'est un peu comme quelqu'un qui prendrait l'initiative
d'attaquer physiquement une autre personne, bah, il va peut-être essayer de se dire, plutôt que de m'attaquer aux grands costauds, je vais m'attaquer aux petits frêles. Et donc on est exactement dans cette même logique-là, où effectivement, on ne peut pas concevoir qu'il y aurait une espèce de forteresse à un bout et qu'après, le reste serait laissé au hasard, parce qu'au contraire, ça ne sert à rien de fortifier certains éléments si on a autant de porosité possible sur le reste de la chaîne. Alors se pose la question de la souveraineté. Pourquoi ? Parce que M. Snowden, parmi les mérites des publications de ces documents à l'été 2013, est de dire qu'on s'est rappelé que dans cette économie globalisée, dans cette mondialisation de la société de l'information, bah, il y a quand même des intérêts stratégiques nationaux, des intérêts de puissance, et que ces intérêts commandent en quelque sorte ces acteurs économiques. Et donc effectivement, on s'est mis en tête on a commencé à comprendre que la nationalité des prestataires avait une importance, que ceci répondait certes à des enjeux commerciaux qui sont la satisfaction de leurs clients, l'aménagement de leurs marges et la détermination de leurs bénéfices, certainement, mais qu'il y avait bien une géopolitique de la technologie. On a des déclarations très fortes, alors du président américain, mais également des dirigeants russes ou chinois, qui tiennent absolument à affirmer la souveraineté de leur pays et de leurs intérêts dans cet univers numérique. Et c'est là où effectivement l'Europe a intérêt. Alors on dit souvent, par exemple, il faudrait créer un Google à la française, ce qui n'a pas forcément de sens, parce que lorsque Larry Page et Sergey Brin en 1998 créent un moteur, je pense qu'ils n'ont pas forcément l'idée que ça va devenir le géant d'aujourd'hui. Simplement, il s'avère qu'ils ont appris et ils ont progressé au fur et à mesure. Par contre, on s'aperçoit que lorsque des projets et des initiatives fonctionnent, on peut susciter la convoitise et susciter l'envie d'imiter. Prenez l'exemple là de la technologie d'origine française, en l'espèce, mais ou européenne. Notre salut, en quelque sorte, viendra du fait de développer des savoir-faire que les autres nous envieront, avec leur singularité, et de ne pas chercher à copier. Parce qu'à copier, on n'a pas forcément les ressources pour le faire, on a un temps de retard, et effectivement, souvent, les gens préféreront, les consommateurs, les utilisateurs préféreront l'original à la copie. Et donc, on se retrouve dans un domaine où la perspective d'avenir, tant en termes de prospérité économique que de défense de nos intérêts stratégiques, se fera justement par des entreprises qui sont peut-être pour l'instant encore de taille petite ou moyenne, qui vont trouver les segments qui vont s'imposer par le marché, par la nature même et la pertinence et l'efficacité de leurs prestations. Et c'est pour ça que cet écosystème en croissance, il faut impérativement le valoriser et le protéger, parce que c'est là-dedans qu'on aura aussi les éléments de la prospérité et d'une relative puissance future. Alors, je voudrais aborder deux points qui me semblent importants. Le driver aujourd'hui qui pousse le marché, c'est plutôt le driver de la peur de l'attaque, le driver réglementaire, le driver économique, en disant je ne vais pas me faire piquer mes informations. Qu'est-ce qui pousse vraiment le marché, et qu'est-ce qui pousse que des entreprises font la démarche et d'autres ne le font pas? Alors ça, je vous pose... allez-y. Moi, je pense que ce qui drive le marché, pour de vrai, c'est le besoin. Et je pense que les différents autres drivers que vous avez cités n'en sont que des conséquences. La loi a été édictée parce que la menace, elle est réelle. S'il n'y avait pas de menace réelle, je pense qu'on n'aurait pas besoin d'une loi et d'un cadre législatif ou administratif pour encourager ou voire contraindre d'ailleurs les opérateurs d'infrastructures vitales, par exemple, à prendre des mesures de protection. L'industrie peut concevoir, commercialiser des produits ou des services d'ailleurs, peu importe. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de client pour acheter ces produits ou pour acheter ces services, parce qu'un directeur informatique aujourd'hui ou un directeur des systèmes d'information aujourd'hui, tout euro qu'il met dans la cybersécurité, c'est un euro qu'il ne met pas ailleurs. Et croyez-moi, à chaque fois que ces arbitrages doivent être faits, ils sont faits en pesant les pour et les contre. Donc, s'il y a tellement de drive, pour reprendre, ou de croissance, pour reprendre votre expression sur ce marché, c'est parce que il y a un besoin. Et le besoin, il est, à mon avis, dû à deux choses. La première, c'est que les systèmes d'information modernes sont de plus en plus ouverts. Et ça, c'est une donne qui est incontestable. L'architecture du système d'information aujourd'hui, c'est l'architecture du web.
et tous les systèmes d'information sont interconnectés sur une gigantesque toile mondiale, y compris dans sa dimension mobilité, et avec des technologies qui créent autant de vulnérabilités supplémentaires. Quand vous mettez des données dans le cloud, on n'a pas parlé du cloud computing, mais le cloud computing, c'est une des ruptures technologiques majeures de l'informatique. Vous ne savez même pas où sont vos données, donc c'est difficile de protéger physiquement avec des moyens, comme on le faisait jusqu'à présent, quasi périmétriques autour d'une architecture informatique connue et d'une infrastructure localisée, des données qui sont par essence dans un espace virtuel et donc qui s'y promènent sans qu'on sache physiquement où elles sont situées. Donc tout ça crée des nouvelles vulnérabilités. Donc il y a les ruptures technologiques qui alimentent le besoin. Et puis d'autre part, il y a malheureusement dans une société dans laquelle on vit un certain nombre d'acteurs qui ont des intentions plus ou moins inavouables et qui veulent profiter de ces vulnérabilités. Alors certains pour faire de l'argent, ça existe. D'autres pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons de propagande idéologique, etc. Bon, autant de sujets, autant de motivations. Mais voilà, il y a des motivations et malheureusement, il y a aussi des vulnérabilités. On l'a vu avec les attaques sur TV5 Monde qui n'étaient pas là purement commerciales, mais vraiment de la malveillance terroriste, on peut dire. Sabotage, tout à Du fait. sabotage, en tout cas. Je crois que, pour rebondir sur cette réflexion, effectivement, c'est le besoin qui guide, mais derrière, c'est un petit peu ce besoin d'assurance. Est-ce qu'on veut payer une assurance, que ça a un coût, ce que vous disiez, vous avez raison, à juste titre. Nous, le constat aujourd'hui, vous citez TV5 Monde, mais tout le monde, tous les acteurs qui ont été attaqués, eh bien, si on n'a pas pris cette assurance, c'est dramatique pour l'entreprise, quoi. Donc le constat aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise est acculée, et derrière, c'est comment je rebondis. Et nous, ce que l'on dit, c'est malheureusement bien souvent trop tard, parce que le mal étant fait, il faut tout reconstruire. Et la reconstruction est quelque chose de dramatique pour une entreprise. Vraiment, ça la touche au cœur de son être. Et donc, voilà. Surtout que je voudrais revenir là-dessus, quand vous parlez d'OIV, en fait, on a affaire à deux types de réseaux. On a d'abord les réseaux, je dirais, de gestion IT normaux, et puis on a les réseaux de SCADA, c'est-à-dire de conduite de process. Et qui aujourd'hui, ces réseaux de conduite de process sont quand même les cœurs des systèmes, que l'on parle d'énergie, que l'on parle de transport, etc. On est dans des systèmes où là, la défaillance, l'intrusion peuvent avoir des conséquences graves, y compris sur le plan de l'intégrité physique des personnes. Absolument, absolument. Et c'est là où la notion de maillon faible est pertinente. Et quand on parle de SCADA aujourd'hui, le but, c'est effectivement la capacité de maintenir à niveau les différents SCADA dans des domaines très, très différents, de façon à pouvoir garantir que la sécurité est assurée. Et ça, c'est un enjeu où derrière, il y a effectivement des millions d'euros qu'il faut engager pour l'entreprise, et donc c'est pas simple. Nicolas, la menace sur les OIV, les SCADA, c'est quelque chose qui s'est déjà produit à l'étranger? Alors, après, la définition d'OIV, elle est évidemment spécifiquement française, mais on trouve des déclinaisons ou des éléments stratégiques. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on trouve des barrages, on a eu le cas aux États-Unis de centrales nucléaires, on voit effectivement des infrastructures d'importance conséquente, qui sont effectivement, qui ont été fait l'objet de pénétration informatique. Pourquoi? Parce que souvent, évidemment, la sécurité n'avait pas été mise, ou alors on était uniquement dans la sécurité physique, et que par facilité, par souci d'économie, on a pris des solutions sur étagère de manière à assurer le pilotage de ces infrastructures. Pourquoi? Parce que ça ne semblait pas à l'époque être un enjeu stratégique, ça ne semblait pas envisageable. Aujourd'hui, vous avez des moteurs de recherche, par exemple sur Internet, qui vous permettent de récupérer les coordonnées de tous les objets ayant connecté sur IP. C'est vrai que pour avoir fait l'essai, d'avoir identifié des petits appareils permettant de régler la température en hauteur, enfin maximum, minimum, l'humidité avec un maximum, un minimum, dans des infrastructures industrielles. Vous pouvez même changer, même bêtement, l'unité de compte, c'est-à-dire des Celsius, les mettre en centigrades, en Fahrenheit. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que lorsqu'on montre ça, on fait cette démonstration à un dirigeant d'entreprise, effectivement, il ne l'a jamais fait délibérément. C'est juste par passivité. Et la seule chose, c'est qu'une fois qu'on commence à faire ce type d'audit, c'est-à-dire de dire, maintenant, on va chercher vos champs d'exposition, ça devient quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que vous allez lui montrer toutes ces pathologies, en quelque sorte, et vous allez donc lui demander, vous l'inciter à venir combler, réparer, suturer, en quelque sorte, toutes ces ouvertures, à un moment où lui est dans la compétition économique, où il se bat pour la préservation de ses marges et où il n'avait absolument pas prévu de refaire ces éléments d'infrastructure. Donc c'est pour ça que la réglementation à ce moment-là
c'est pas très, évidemment, c'est pas très satisfaisant quand on est obligé de vous imposer un dispositif, mais s'il n'y avait pas cette logique-là, ce serait contraignant. Alors il s'avère que par exemple le marché, alors pour l'instant la loi française ne l'impose pas, mais ça existe aux États-Unis, notamment pour les entreprises cotées. Une entreprise cotée a l'obligation de communiquer au marché tout événement dont elle a connaissance qui pourrait... C'est la déclaration d'incident. Voilà, et le problème c'est que la SEC, et donc on ne se retrouve pas du tout dans un univers d'informaticiens, pas du tout on se retrouve face à la SEC, la Securities and Exchange Commission, qui dit, ne mettez-moi noir sur blanc ce qui vous est arrivé, les circonstances, l'enjeu des pertes, et c'est surtout, on va rendre ce document public parce qu'il faut que le marché, avec un grand M, c'est-à-dire la communauté financière, soit au courant. Et donc on passe d'un monde où on avait l'espèce de pudeur de ne pas communiquer à un monde où effectivement on va avoir cette obligation. Alors, est-ce qu'il faut aller jusque-là? Pourquoi pas? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut généraliser la déclaration auprès d'une instance. L'ANSSI a tout à fait le grand mérite d'exister, de manière à diffuser l'information sur les modes opératoires. Il faut garder à l'esprit qu'un attaquant est un petit industriel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, une fois qu'il a trouvé le mode opératoire pour mener un certain type d'attaque, au nom de quoi s'arrêterait-il à sa première attaque réussie? Non, effectivement, il est toujours dans la logique de dire, bah non, si ça fonctionne et j'ai pu voler 10, 20, 100 à telle entité, je vais déployer chez toutes les entités, les entreprises, les administrations qui sont équipées de ces mêmes éléments techniques. Et donc on se retrouve avec une industrialisation et une croissance qui peut être quasiment exponentielle, et donc de l'importance de déclarer les sinistres et le mode opératoire quand il est connu, de manière à ce que justement l'ANSSI, qui est neutre, qui n'a pas vocation à délivrer des certificats ni de moralité, ni de bonne conduite, mais dont le rôle est de préserver les intérêts stratégiques de la nation, de faire en sorte de prévenir les acteurs du même domaine économique en disant « vous êtes équipés de telles et telles infrastructures, de telle et telle solution, attendez-vous à, êtes-vous préparé à », et donc de manière à, sinon se protéger, en tout cas limiter l'exposition au risque. Alors, Monsieur Gruchet, je voulais justement vous demander de réagir à la fois sur ce qui a été dit, mais aussi de nous parler un petit peu on parle beaucoup des Boyd, donc voilà, des gens qui arrivent dans les entreprises avec leurs propres produits mobiles. Est-ce que ça aussi, c'est un sujet que vous couvrez? C'est un vrai sujet. Je voulais juste réagir sur l'approche de la cybersécurité dans les entreprises. Il me semble qu'aujourd'hui, les entreprises, en tout cas très peu, quand elles lancent un projet structurant, assez stratégique, embarquent une composante cyber directement dans la trame du projet. La sécurité est toujours traitée de manière transverse et c'est un point de passage, c'est le garde-barrière presque à la fin du processus. Et il me semble que quand on construit une autoroute, on alloue dès le départ des budgets à la sécurité pour la signalisation, le marquage, les glissières, etc. Et que malheureusement, en tout cas c'est un point qui me semble être largement améliorable, on pourrait dans des grands projets dégager un budget pour traiter la cyber dès l'origine, en accompagnement et non pas comme le garde-barrière qui vérifie qu'à la fin c'est traité. Parce que ça se traite globalement et ça ne doit surtout pas être vu comme une contrainte parce que c'est quand même, et là je suis d'accord, c'est le marché qui tire et il faut d'abord répondre au marché. Si une entreprise qui n'a plus de marché, elle n'a plus de problème de sécurité parce qu'elle n'existera plus. Voilà, je ferme cette parenthèse. Non, très bien. Sur le biode, oui. C'est une réalité qu'on observe qui arrive tout doucement en France et pour nous on la côtoie plutôt à l'étranger. Finalement c'est j'ai un smartphone dans ma poche, c'est le mien. Est-ce que je peux m'en servir pour des usages qui vont être professionnels et qui donc vont interagir avec le SI? Ça commence à arriver, très honnêtement, parce que c'est une économie de coût, ça évite que les gens aient deux téléphones. Quand les règles de l'entreprise sont trop strictes, et du coup chacun a le téléphone d'entreprise ou son téléphone perso. Donc à un moment donné, le deuxième téléphone finit par poser problème. Alors soit c'est le téléphone de l'entreprise qui autorise des accès et des usages personnels, soit c'est le téléphone personnel sur lequel on autorise des usages professionnels. Il n'empêche que, pour le coup, il faut quand même contrôler et ça revient au même. On change les règles parce que ce n'est pas le même propriétaire, donc on s'autorise moins de choses sur un téléphone personnel d'un particulier, qu'on s'en autorise sur un téléphone d'un salarié, mais pour autant, on peut, si on détecte une menace sur le téléphone d'un particulier, fermer la porte du système d'information et dire « Désolé, il y a une menace présente sur votre téléphone et je ne peux plus exécuter les services que l'entreprise vous aurait donnés si ça avait été un autre téléphone. » Donc voilà, on doit respecter le fait que c'est un terminal qui n'est pas celui de l'entreprise et pour autant, la sécurité n'est pas négociable, il faut la traiter. Ouais. Voilà. Mais c'est une réalité qui est
davantage vrai dans les pays anglo-saxons qu'on ne la rencontre encore en France, même si ça commence à arriver. Alors, un mot de la fin, parce que nous avons déjà un tout petit peu dépassé l'horaire, mais juste en un mot, comment voyez-vous, je dirais, dans les 2 ans qui viennent, un petit peu de prospective sur le cyber, montée en puissance des attaques, plutôt un plateau, montée de la sécurité. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Lié à la diffusion croissante. Alors, on n'a pas évoqué les objets connectés, mais qui sont autant de portes supplémentaires, alors avec des puissances de calcul minimum, mais qui sont autant d'expositions au risque. Le développement, effectivement, des objets qui vont envoyer par le Wi-Fi, par le Bluetooth, des connexions en continu. Tous les éléments concernant la vie privée et les données personnelles qui vont devenir de plus en plus intenses, parce que ce n'est pas uniquement le poids et le rythme cardiaque, mais ça va devenir vraiment encore plus complet, et surtout on aura l'historique. Donc effectivement, l'enjeu de cybersécurité ne va certainement pas aller en diminuant, parce que au contraire, l'exposition étant croissante au risque, effectivement il y aura forcément ce versant qui sera de plus en plus conséquent. Je dirais que pour moi, l'évolution de la cybersécurité, elle va être extrêmement liée à l'évolution de l'informatique, en fait. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Donc je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Je pense que autant de ruptures des technologies informatiques, autant d'évolutions majeures de la cybersécurité. L'Internet des objets, sans aucun doute. Sans aucun doute. Vous parliez tout à l'heure des SCADA, on va vers une évolution assez drastique dans ce domaine-là, où finalement les SCADA étaient des systèmes intelligents qui traitaient des automates un peu rudimentaires et un peu bêtes, et on va clairement vers un système où les objets vont devenir, donc les automates, de plus en plus intelligents, et je pense que les systèmes d'information, du coup, vont s'appauvrir, mais l'intelligence va être de plus en plus décentralisée dans les capteurs. Ça remet complètement en cause tous les schémas de cybersécurité. Je dirais que tous les schémas de cybersécurité dans lesquels on essayait de sécuriser avant tout le système d'information en tant que tel me paraissent devenir progressivement caduques. Donc, à mon avis, la grande rupture de la cybersécurité, c'est de passer de la protection des systèmes d'information à la protection de la donnée. Et là, on a beaucoup de choses à faire, parce que ce qui compte finalement, c'est de protéger la donnée et la donnée sensible. Le reste, on peut laisser passer, après tout, peu importe. La donnée sensible, c'est celle qui peut vraiment obérer, je dirais, la mission, le business, soit d'une administration, soit d'une société, dans un ou l'autre cas. Je terminerai peut-être en un dernier mot en disant que, néanmoins, ce sujet devient un sujet de plus en plus prégnant, et la menace ne fera qu'augmenter, ça c'est vrai, mais il y a une bonne nouvelle. Et donc moi, je voudrais juste terminer pour ma part sur cette bonne nouvelle, c'est qu'en face de cette menace qui ne va faire qu'augmenter, les solutions, elles existent, il y en a. Il n'est que de voir aujourd'hui autour de nous les différents exposants sur le salon Minipol et Thales notamment, que ce soit dans les services, que ce soit dans les produits. Il y a quand même beaucoup de choses à faire et qui sont disponibles. Donc c'est pas un rêve, c'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, et les solutions, elles existent déjà. Mon colonel. Je souscris parfaitement, donc la menace est là, elle va se poursuivre, elle va augmenter. Dans les 2 ans, dans les 5 ans, ça va continuer. En parallèle, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience actuellement. Il y a une élévation de ce niveau de prise en compte de la cybersécurité dans nos systèmes. Je pense que avec les entrepreneurs, aujourd'hui, il y a une démarche qui est vertueuse, qui est faite. Et je vous invite tous à aller un peu sur notre site internet où on travaille avec les PME pour leur dire voilà, il y a des choses vraiment qu'il faut faire à moindre coût, il y a des choses qui existent, des choses simples. Et il faut vraiment qu'on ait cette prise de conscience. Je pense que c'est un peu l'affaire de tous. Et donc, face à cette menace qui sera permanente, qu'on va intégrer, finalement, eh bien, on est en train de travailler, je crois, les uns et les autres, pour que ça devienne quelque chose qu'on arrive à maîtriser le mieux possible et dans des bonnes conditions, sans trop de conséquences. Je rejoins quand même, le sujet des PME est un vrai sujet, parce que autant dans un grand groupe on a des moyens, autant dans une structure de taille petite, moyenne ou intermédiaire, ça devient beaucoup plus difficile. Et donc il y a un vrai enjeu d'accompagnement des pouvoirs publics pour les PME, vis-à-vis des PME. Puis je dirais par ailleurs du côté des petits acteurs de niche ou des petits acteurs spécialisés. En tout cas, nous, on a essayé de faire l'effort de se regrouper. Donc il y a un groupement qui a été lancé, qui s'appelle le groupement Exatrust, qui regroupe un ensemble de petites sociétés innovantes françaises qui apportent leur angle de vue, leur approche, leurs solutions de manière complémentaire pour finalement tisser une capacité de servir très globalement les enjeux de la sécurité. Voilà, et ça, c'est une belle initiative. Merci. Écoutez, merci à tous. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. En tout cas, je retiens un mot, confiance numérique.
qu'il faut créer et partager tous ensemble. Donc merci et rendez-vous pour le prochain talk de Milipol à 15h15 avec un peu de retard sur le thème de l'intégration des médias sociaux en gestion de crise, talk qui se déroulera en langue anglaise. Voilà, merci, à tout à l'heure.